Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture des 4 filles du Dr March. Nous en étions à quel chapitre? Non, pardon. Le chapitre 18, apprendre à oublier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure juste après cette lecture. Merci encore. Chapitre 18, apprendre à oublier. Le sermon d'Amy fut bénéfique à Laurie, bien que naturellement il ne le reconnut que beaucoup plus tard. C'est rare chez les hommes, car lorsque les conseils sont prodigués par des femmes, les seigneurs de la création n'en tiennent compte qu'une fois persuadés que c'était exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils agissent alors en conséquence et, si ça leur réussit, ils en attribuent la moitié du mérite au plus faible vaisseau. S'ils échouent, ils lui en attribuent généreusement la totalité. Laurie rejoignit son grand-père et fut si consciencieusement dévouée durant plusieurs semaines que le vieux monsieur déclara que le climat de Nice lui avait profité à merveille et qu'il devrait tenter à nouveau l'expérience. Il n'y avait rien que le jeune homme n'eût plus aimé, mais même des éléphants n'auraient pu l'y traîner après les réprimandes qu'il avait reçues. Sa fierté l'en empêchait et, chaque fois que son désir se faisait plus pressant, il affermissait sa résolution en répétant les paroles qui lui avaient fait la plus forte impression « Je te méprise. Fais quelque chose de merveilleux pour qu'elle t'aime. » Laurie avait si souvent retourné le problème dans sa tête qu'il finit par s'avouer qu'il avait bel et bien été égoïste et paresseux. Mais encore une fois, lorsqu'un homme éprouve une grande tristesse, il devrait pouvoir céder à tous les caprices jusqu'à ce qu'il oublie. Il sentait que ses affections brisées étaient désormais mortes, et même s'il ne cesserait jamais de les pleurer fidèlement, il n'avait plus l'occasion de porter son costume de deuil de façon ostentatoire. Joe ne l'aimerait jamais, mais il pouvait faire en sorte qu'elle le respecte et l'admire en accomplissant une chose qui lui prouverait que sa vie n'avait pas été gâchée par le nom d'une fille. Il avait toujours eu l'intention de réaliser quelque chose et le conseil d'Amy n'était absolument pas nécessaire. Il attendait seulement que les susdites affections brisées soient décemment enterrées. Ceci fait, il se sentit prêt à dissimuler son cœur dévasté et à travailler dur. Comme Goethe, qui, lorsqu'il éprouvait de la joie ou de la peine, en faisait une chanson, Laurie décida d'embaumer son chagrin d'amour dans la musique et de composer un requiem qui tourmenterait l'âme de Joe et ferait fondre le cœur de tous les auditeurs. Donc, quand le vieux monsieur le trouva à nouveau agité et de mauvaise humeur et lui ordonna de partir, il alla à Vienne, où il avait des amis musiciens, et se mit à l'ouvrage avec la ferme détermination de se distinguer. Mais, soit que le chagrin fût trop vaste pour s'incarner dans la musique, ou la musique trop éthérée pour édifier un malheur mortel, il découvrit rapidement qu'un requiem était pour l'heure au-delà de ses capacités. Il était évident que son esprit n'était pas encore en état de marche et qu'il avait besoin de s'éclaircir les idées, car souvent au milieu d'un accord plaintif, il se retrouvait à fredonner un air dansant qui lui rappelait vivement le bal de Noël à Nice, en particulier le corpulent français, ce qui mettait pour un temps un terme à la composition tragique. Puis il s'essaya à un opéra, car rien ne semblait impossible au début, mais une fois de plus, des difficultés imprévues l'assaillirent. Il voulait que Joe en soit l'héroïne et faisait appel à sa mémoire pour lui fournir de tendres souvenirs et des images romanesques de son amour. Mais la mémoire se révéla traîtresse et, comme s'il était possédé par l'esprit pervers de cette fille, il ne pouvait se rappeler que les bizarreries, les défauts et les idées saugrenues de Joe ne la voyaient que sous ses aspects les moins romantiques, en train de battre des tapis la tête enveloppée d'un foulard, barricadé derrière le coussin du canapé ou jetant de l'eau froide sur sa passion à la façon de Gummidge. Et un irrésistible rire venait gâcher le tableau méditatif qu'il s'efforçait de peindre. Joe ne voulait à aucun prix se retrouver dans un opéra et il dut y renoncer avec un « Mon Dieu, quel tourment est cette fille !» et en empoignant ses cheveux en compositeur égaré. Lorsqu'il chercha autour de lui une nouvelle et moins réfractaire demoiselle à immortaliser dans ses mélodies, sa mémoire lui en fournit une avec la plus obligeante des célérités.
Ce fantôme possédait de nombreux visages, mais il avait toujours des cheveux blonds, était enveloppé de nuages diaphanes et flottait légèrement devant les yeux de son esprit dans un plaisant chaos de roses, de pans, de poneys blancs et de rubans bleus. Il ne donna pas de nom à la complaisante apparition, mais il la prit pour héroïne et se mit à beaucoup l'aimer, comme de juste, car il lui fit don de tous les talents et grâces possibles et l'escorta indemne à travers des épreuves qui auraient anéanti n'importe quel mortel. Grâce à son inspiration, il avança à merveille un moment, puis le travail perdit de son charme. Il oubliait de composer et restait assis à méditer, la plume à la main, ou parcourait la ville animée pour chercher de nouvelles idées ou rafraîchir son esprit qui semblait un peu perturbé cet hiver-là. Il ne faisait pas grand-chose, mais réfléchissait beaucoup et il était conscient qu'un certain changement se produisait malgré lui. C'est peut-être le génie qui bouillonne. Je vais le laisser bouillonner et voir ce qui en sort, se disait-il, soupçonnant en même temps secrètement que ce n'était pas le génie, mais quelque chose de bien plus commun. Quoi que ce fût, il ne bouillonnait pas pour rien, car il était de plus en plus mécontent de sa vie décousue, commençait à rêver d'un véritable et honnête travail auquel se consacrer corps et âme, et en arriva finalement à la sage conclusion qu'aimer la musique ne suffit pas à faire un compositeur. En revenant d'un des plus grands opéras de Mozart merveilleusement interprété au Théâtre Royal, il parcourut le sien, joua quelques-uns des meilleurs passages, resta assis à regarder les bustes de Mendelssohn, Beethoven et Bach, qui le fixaient en retour avec bienveillance. Puis, brusquement, il déchira une à une ses partitions et, alors que la dernière s'envolait de ses mains, il se dit sobrement « Elle a raison ». Le talent n'est pas le génie et on ne peut pas le forcer. Cette musique m'a ôté toute vanité comme Rome pour elle, et je vais cesser d'être un charlatan. Maintenant, que vais-je faire ? Il semblait difficile de répondre à cette question, et Laurie se mit à souhaiter devoir travailler pour gagner son pain quotidien. Le moment était bien choisi pour aller au diable, comme il l'avait un jour proclamé avec force, car il avait beaucoup d'argent et rien à faire, et Satan est proverbialement connu pour adorer occuper les mains pleines et oisives. Le pauvre garçon avait suffisamment de tentations extérieures et intérieures, mais il leur résistait plutôt bien, car autant il accordait de la valeur à la liberté, autant il en accordait encore davantage à la bonne foi et à la confiance. Donc sa promesse à son grand-père et son désir d'avoir l'air honnête aux yeux des femmes qu'il aimait et de dire « tout va bien » le protégèrent du danger et de l'inconstance. Il est très probable qu'une Madame Grundy ferait observer « je n'y crois pas ». Les garçons seront toujours des garçons. Il est normal que les jeunes gens fassent les 400 coups et les femmes ne doivent pas attendre de miracles. Pour vous, sans doute, Madame Grundy, mais c'est néanmoins vrai. Les femmes réalisent de nombreux miracles et je suis persuadée qu'elles parviendraient même à relever le niveau des hommes en refusant de se faire l'écho de tels dires. Laissons les garçons être des garçons le plus longtemps possible et que les jeunes gens fassent les 400 coups s'ils le doivent, mais les mères, les sœurs et les amis devraient aider à en réduire le nombre et faire en sorte qu'ils ne soient pas trop destructeurs en croyant, et en montrant qu'elles croient, possible que les hommes s'attachent aux vertus qui les rendent plus virils aux yeux des femmes de bien. Si c'est une illusion féminine, laissez-nous en profiter tant que nous pouvons. Car sans elle, la moitié de la beauté et du romantisme de la vie serait perdue et de tristes présages gâcheraient tous les espoirs que nous plaçons dans ces braves petits garçons au cœur tendre qui aiment encore leur mère plus qu'eux-mêmes et n'ont pas honte de l'avouer. Laurie pensait qu'oublier son amour pour Joe serait une tâche qui mobiliserait toutes ses forces durant des années. Mais, à sa grande surprise, il s'aperçut que c'était plus facile chaque jour. Au début, il refusa de le croire. Il se mettait en colère contre lui-même et n'arrivait pas à comprendre. Mais nos cœurs sont des choses curieuses et contrariantes, et le temps et la nature n'en font qu'à leur tête malgré nous. Le cœur de Laurie refusait d'avoir mal. La blessure persista à guérir avec une rapidité qui le stupéfiait et, plutôt que d'essayer d'oublier, il se retrouva à essayer de se souvenir. Il n'avait pas prévu que les choses prennent ce tour-là et n'y était pas préparé. Il se dégoûtait, surpris de sa propre inconstance et envahi d'un étrange mélange de déception et de soulagement d'être capable de se remettre si vite d'un coup si terrible. Il tisonna soigneusement les braises de son amour perdu, mais elle refusait de s'embraser en une grande flambée.
Il ne restait qu'un agréable rougeoiement qui le réchauffait et il faisait du bien sans déclencher sa fièvre. Et il dut avouer à contre-cœur que la passion juvénile se transformait lentement en un sentiment plus paisible, très tendre, un peu triste et encore teinté de ressentiment, mais dont il était certain qu'il disparaîtrait avec le temps pour laisser place à une affection fraternelle qui ne se briserait jamais. Lorsque le mot « fraternel » lui traversa l'esprit au cours d'une de ses rêveries, il sourit et regarda le portrait de Mozart en face de lui. Eh bien, c'était un grand homme, et quand il n'a pas pu avoir une sœur, il a pris l'autre et a été heureux. Laurie n'avait pas prononcé ces mots à voix haute, mais il les avait pensés et, l'instant d'après, il embrassa la vieille petite bague en se disant « Non, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas oublié, je ne pourrai jamais. Je vais encore essayer. Et si ça échoue, alors pourquoi ?» Laissant sa phrase inachevée, il attrapa plume et papier et écrivit à Joe, lui disant qu'il ne parvenait à se concentrer sur rien tant qu'il y avait le moindre espoir qu'elle puisse changer d'avis. Le pourrait-elle, le ferait-elle, et lui permettrait-elle de rentrer à la maison et d'y être heureux? En attendant une réponse, il ne fit rien, mais il le fit avec énergie car il brûlait d'une impatience fiévreuse. Elle finit par arriver et lui tranquillisa efficacement l'esprit, au moins sur un point, car Joe, décidément, ne pourrait pas et ne le ferait pas. Elle était totalement absorbée par Beth et ne voulait plus jamais entendre le mot « amour ». Puis elle le suppliait d'être heureux avec quelqu'un d'autre, mais de toujours garder un petit coin de son cœur pour sa tendre sœur Joe. Dans un post-scriptum, elle souhaitait qu'il ne dise pas à Amy que Beth allait plus mal. Elle rentrait au printemps et il n'y avait aucune raison d'attrister la fin de son séjour. Il resterait suffisamment de temps, Dieu merci, mais Laurie devait lui écrire souvent et ne pas la laisser se sentir seule, nostalgique du pays ou angoissée. « Je vais le faire de suite. Pauvre petite fille, j'ai peur que son retour ne soit bien triste. » Et Laurie ouvrit son secrétaire comme si écrire à Amy était la conclusion logique de la phrase laissée en suspens quelques semaines auparavant. Mais il n'écrivit pas la lettre ce jour-là, car en fouillant pour sortir son meilleur papier, il tomba sur quelque chose qui modifia son dessein. Dans un coin du bureau, décidément, mélangé à des billets, des passeports et des documents administratifs divers, se trouvaient plusieurs lettres de Joe et, dans un autre compartiment, 3 messages d'Amy, soigneusement noués de ces rubans bleus, une touche de parfum suave suggérant les petites roses fanées dissimulées à l'intérieur. Avec une expression mi-repentante, mi-amusée, Laurie rassembla toutes les lettres de Joe, les lissa, les plia et les rangea proprement dans un petit tiroir du bureau, fit tourner un instant pensivement le petit anneau à son doigt, puis l'ôta lentement, le posa sur les lettres, ferma le tiroir à clé et partit écouter la grand-messe à Saint-Étienne avec l'impression d'assister à des funérailles. Et, même s'il n'était pas submergé par l'affliction, cette façon de terminer la journée semblait plus appropriée que d'écrire des lettres à de charmantes jeunes femmes. La lettre partit cependant très bientôt et la réponse parvint rapidement, car Amy avait réellement le mal du pays et l'avouait d'une manière délicieusement confiante. Leur correspondance se poursuivit de plus belle et des lettres furent échangées avec une infaillible régularité durant tout le début du printemps. Laurie vendit ses bustes, fit des allumes-feu de son opéra et retourna à Paris, espérant que quelqu'un arriverait sous peu. Il avait terriblement envie de se rendre à Nice, mais ne voulait pas le faire avant d'en être prié. Et Amy ne voulait pas le lui demander car, à ce moment-là, elle vivait de son côté quelques petites expériences et souhaitait plutôt éviter le regard inquisiteur de notre petit garçon. Fred Vaughn était revenu et avait posé la question à laquelle elle avait un jour décidé de répondre « oui, merci ». Mais elle avait répondu « non, merci », gentiment mais fermement. Car le moment venu, son courage l'avait abandonnée et elle avait découvert qu'il fallait davantage que l'argent ou la position pour satisfaire les nouvelles attentes qui emplissaient son cœur de tendres espoirs et de craintes. Les mots « Fred est un bon gars mais pas du tout l'homme que je t'imaginais aimer » et le visage de Laurie lorsqu'il les avait prononcés ne cessait de lui revenir obstinément à l'esprit, ainsi que les siens quand ce regard déclarait, sinon ces paroles, « Je me marierai pour l'argent ». Elle était désormais troublée en se les remémorant. Elle aurait voulu pouvoir les retirer. Elle semblait si peu féminine. Elle ne voulait pas que Laurie pense qu'elle était une créature sans cœur, matérialiste. Il lui souciait maintenant d'être une reine du monde qu'une femme. Il lui souciait maintenant moins
d'être une reine du monde qu'une femme digne d'être aimée. Elle était si heureuse qu'il ne la déteste pas à cause des horribles choses qu'elle avait dites, mais qu'il les ait si merveilleusement bien prises et soit plus gentil que jamais. Ces lettres étaient un tel réconfort, car celles provenant de chez elle étaient très irrégulières et bien moins satisfaisantes que celles de Laurie. Ce n'était pas seulement un plaisir, mais un devoir d'y répondre, car le pauvre garçon était seul et malheureux et avait besoin d'être dorloté puisque Joe persistait à avoir un cœur de pierre. Elle aurait dû faire un effort et essayer de l'aimer. Ça ne pouvait pas être très difficile. Beaucoup seraient fiers et ravis qu'un garçon si charmant ait des sentiments pour elle. Mais Joe n'agissait jamais comme les autres filles, alors il ne restait qu'à être très aimable et le traiter en frère. Si tous les frères étaient aussi bien traités que Laurie le fut durant cette période, ils formeraient une race bien plus heureuse qu'elle ne l'est. Amy ne le sermonnait plus désormais. Elle lui demandait son opinion sur tous les sujets. Elle s'intéressait à tout ce qu'il faisait, fabriquait pour lui de charmants petits cadeaux et lui envoyait 2 lettres par semaine, remplies de cancans croustillants, de confidences fraternelles et de fascinants dessins des ravissants paysages autour d'elle. Comme il est rare que les sœurs fassent à leurs frères l'hommage de transporter leurs lettres dans leurs poches, de les lire et les relire avec empressement, de pleurer sur elles lorsqu'elles sont courtes et de les embrasser lorsqu'elles sont longues et de les conserver précieusement, nous n'assignerons pas qu'Amy fit aucune de ces choses tendres et idiotes. Mais il est vrai qu'elle devint un peu pâle et pensive ce printemps-là, qu'elle perdit une grande partie de son goût pour la compagnie et sortait beaucoup dessiner seule. Elle n'avait jamais grand-chose à montrer lorsqu'elle rentrait, mais elle étudiait sans doute la nature lorsqu'elle restait assise des heures durant les mains croisées sur la terrasse de Valrose ou qu'elle dessinait d'un air absent n'importe quelle fantaisie qui lui passait par la tête. Un loyal chevalier sculpté sur une tombe, un jeune homme endormi dans l'herbe, le chapeau sur les yeux, ou une jeune fille aux cheveux bouclés en superbes atours se promenant dans une salle de bal au bras d'un grand jeune homme, leurs 2 visages laissés flous pour agréer à la dernière mode en matière d'art, ce qui était sans risque, mais pas du tout satisfaisant. Sa tante pensait qu'elle regrettait sa réponse à Fred et, trouvant les dénégations inutiles et les explications impossibles, Amy la laissait croire ce qu'elle voulait et s'assura que Laurie sut que Fred était parti en Égypte. Ce fut tout. Mais il comprit et parut soulagé en se disant d'un air vénérable « J'étais certain qu'elle ne serait pas si idiote. Pauvre vieux, je suis passé par là, je compatis. » Sur ce, il poussa un grand soupir, comme s'il avait accompli son devoir à l'égard du passé, posa ses pieds sur le canapé et profita voluptueusement de la lettre d'Amy. Pendant que ces changements se produisaient à l'étranger, les soucis troublaient son foyer. Mais la lettre disant que Bess s'affaiblissait ne parvint jamais à Amy et lorsque la suivante arriva, l'herbe avait poussé verte sur sa sœur. La triste nouvelle lui parvint à Vevey, car en mai, la chaleur les avait éloignés. De Nice et ils avaient voyagé lentement vers la Suisse en passant par Gênes et les lacs italiens. Elle le supporta bien et se soumit sans protester au décret familial qui l'enjoignait de ne pas écourter son séjour, car comme il était trop tard pour dire au revoir à Beth, autant rester et permettre à l'absence d'adoucir son chagrin. Mais elle avait le cœur lourd. Elle avait très envie d'être chez elle et chaque jour elle contemplait avec mélancolie le lac, attendant que Laurie vienne la réconforter. Il arriva très vite, car le même courrier leur apporta à tous 2 des lettres, mais il était en Allemagne et elle mit plusieurs jours à l'atteindre. À l'instant où il la lut, il remplit son havresac, dit adieu à ses compagnons de randonnée et partit tenir sa promesse, le cœur débordant de joie et de tristesse, d'espoir et d'incertitude. Il connaissait bien Vevey et dès que le bateau toucha le petit quai, il se précipita le long de la rive vers la tour où les Carroll vivaient en pension. Le garçon craignait fort que toute la famille soit partie en promenade sur le lac, mais non, la blonde mademoiselle devait être dans le jardin du château. Si monsieur voulait se donner la peine de s'asseoir, elle serait là en un rien de temps. Mais monsieur ne pouvait pas attendre, ne serait-ce qu'un rien de temps, et au milieu du laïus, il partit chercher mademoiselle lui-même. Un agréable jardin ancien au bord du charmant lac, avec des châtaigniers qui bruissaient au-dessus des têtes, du lierre grimpant partout et l'ombre noire de la tour s'étendant loin sur les eaux ensoleillées.
Dans un coin du large muret se trouvait un siège et Amy venait souvent y lire ou travailler, ou se consoler dans la beauté qui l'entourait. Elle y était assise ce jour-là, la tête reposant sur sa main, le cœur lourd du mal du pays et les yeux gonflés, songeant à Bess et se demandant pourquoi Laurie ne venait pas. Elle ne l'entendit pas traverser la cour plus loin, ni ne le vit s'arrêter sous l'arche qui menait du passage souterrain au jardin. Il y resta un instant, la regardant d'un œil nouveau, voyant ce que personne n'avait encore vu, la face tendre de la personnalité d'Amy. Tout en elle suggérait muettement l'amour et le chagrin. Les lettres mouchetées sur ses genoux, le ruban noir qui nouait ses cheveux, la peine et la patience toutes féminines sur son visage. Même la petite croix d'ébène à son cou sembla pathétique à Laurie, car c'était lui qui la lui avait offerte et elle ne portait aucun autre ornement. S'il avait eu le moindre doute quant à l'accueil qu'elle lui réserverait, il disparut à la minute où elle leva les yeux et le vit, car, lâchant tout, elle courut vers lui et s'exclama d'un ton indubitablement plein d'amour et d'expectative « Oh Laurie, Laurie, je savais que tu viendrais me voir !» Je pense que tout fut dit et conclu à ce moment-là. Car tandis qu'il se tenait là, silencieux, un instant, la tête brune penchée de manière protectrice au-dessus de la blonde, Amy sentit que personne ne pourrait la réconforter et la soutenir mieux que Laurie, et Laurie décida qu'Amy était la seule femme au monde qui pourrait prendre la place de Joe et le rendre heureux. Il ne lui dit pas, mais elle ne fut pas déçue car tous deux perçurent cette réalité, en furent satisfaits et passèrent allègrement le reste sous silence. L'instant suivant, Amy était de retour à sa place et, tandis qu'elle essuyait ses larmes, Laurie ramassa les papiers éparpillés, découvrant dans la vision de diverses lettres écornées et de croquis suggestifs de bons présages pour l'avenir. Lorsqu'il s'assit près d'elle, Amy retrouva sa timidité et vira au rouge rosé en se rappelant son accueil impulsif. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me sentais si seule et si triste et j'étais si contente de te voir. C'était une telle surprise de lever les yeux et de te découvrir, juste au moment où je commençais à craindre que tu ne viennes pas, dit-elle, en essayant en vain de s'exprimer de façon parfaitement naturelle. Je suis venue dès que j'ai su. Je voudrais être capable de trouver les mots pour te consoler. De la perte de cette chère petite Beth, mais je ne peux qu'éprouver. Il ne put aller plus loin, car lui aussi devint soudainement timoré et ne sut plus que dire. Il avait très envie de poser la tête d'Amy sur son épaule et de lui dire de pleurer un bon coup, mais il n'osa pas. Alors il lui prit la main, la serra avec compassion, ce qui valait largement des paroles. « Tu n'as pas besoin de parler. Ça me réconforte, » dit-elle doucement. Bess va bien, elle est heureuse et je ne dois pas souhaiter qu'elle revienne, mais je crains le retour à la maison autant que je meurs d'envie de les revoir tous. N'en parlons pas maintenant, ça me fait pleurer et je veux te faire plaisir pendant ton séjour. Tu ne dois pas repartir de suite, si? Pas si tu veux de moi, ma chérie. Ah oui, tellement. Tati et Flo sont très gentils, mais c'est comme si tu faisais partie de la famille et ce sera si agréable de t'avoir un petit moment. Les paroles et l'expression d'Amy révélaient à un tel point qu'elle n'était qu'une enfant au cœur lourd se languissant de son foyer que Laurie oublia immédiatement sa timidité et lui offrait exactement ce qu'elle désirait. Les dorlotements dont elle avait l'habitude et la conversation enjouée dont elle avait besoin. Pauvre petite, tu as l'air d'avoir pleuré à t'en rendre malade. Je vais m'occuper de toi, alors ne pleure plus et viens marcher avec moi. Le vent est trop frais pour que tu restes immobile. Dit-il de ce ton mi-caressant, mi-autoritaire, qu'Amy aimait tant, tout en lui nouant son chapeau et en passant son bras sous le sien. Le ciel est très très beau. Pardon. Si, je suis prévoyante encore, mais je ne l'avais pas prévu. Et pourtant...
Hier ici j'ai vu un lièvre. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était pas un lièvre. C'était peut-être un sanglier. Je ne sais pas. Pardon. Le vent est trop frais pour que tu restes immobile, dit-il de ce ton mi-caressant, mi-autoritaire, qu'Amy émettant, tout en lui nouant son chapeau et en passant son bras sous le sien, avant de se mettre à arpenter la promenade ensoleillée sous les châtaigniers au feuillage tout neuf. Il se sentait plus à l'aise sur ses jambes et Amy trouvait très agréable d'avoir un bras fort sur lequel s'appuyer, un visage familier à qui sourire et une voix aimable parlant délicieusement pour elle seule. Le pittoresque vieux jardin avait abrité de nombreux couples d'amoureux et semblait expressément fait pour eux. Ensoleillé et isolé qu'il était, avec rien d'autre que la tour pour les surveiller et les vaguelettes du vaste lac en dessous pour emporter l'écho de leurs paroles. Durant 1 heure, ce nouveau couple marcha et parla ou se reposa sur le muret, profitant des douces influences qui apportent tant de charme à de tels moments et de tels endroits. Et lorsque la peu romantique cloche du dîner les avertit qu'il était temps de rentrer, Amy eut l'impression d'avoir abandonné le fardeau de la solitude et du chagrin dans le jardin du château. À l'instant où Madame Carroll vit le visage transformé de la jeune fille, elle fut illuminée d'une nouvelle idée et s'exclama en silence « Maintenant je comprends tout, cet enfant se languissait du jeune Lawrence. Mon Dieu, je n'y aurais jamais pensé. » Avec une discrétion digne d'éloge, la bonne dame ne dit rien et ne trahit par aucun signe son illumination, mais elle pressa cordialement Laurie de rester et supplia Amy de profiter de sa compagnie, car il lui ferait davantage de bien que trop de solitude. Amy fut un modèle de docilité et sa tante étant très occupée avec Flo, on la laissa se distraire avec son amie et elle y réussit encore mieux qu'à son habitude. À Nice, Laurie s'était prélassée et Amy l'avait réprimandée. À Vevey, Laurie n'était jamais oisif, mais sans cesse il marchait, montait à cheval, canotait ou étudiait de la plus énergique des façons, tandis qu'Amy admirait tout ce qu'il faisait et suivait son exemple autant qu'elle le pouvait. Il disait que le changement était dû au climat et elle ne le contredisait pas, ravie que ce genre d'excuse puisse expliquer sa propre santé et bonne humeur retrouvée. L'air vivifiant leur faisait du bien à tous deux et beaucoup d'exercices provoquaient de saines transformations autant mentales que physiques. Ils semblaient avoir une vision plus claire de la vie et du devoir, là-haut, au milieu des collines sans fin. Le vent frais balayait les doutes déprimants, les fantaisies illusoires et les brouillards moroses. Le chaud soleil printanier apportait toutes sortes d'idées, ne demandant qu'à éclore, de tendres espoirs et d'heureuses pensées. Le lac paraissait emporter les soucis du passé et les hautes montagnes anciennes les contempler avec bienveillance en disant « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Malgré le deuil récent, ce fut une période heureuse, si heureuse que Laurie ne put se résoudre à la troubler d'un mot. Il lui fallut un peu de temps pour se remettre de sa surprise devant la rapide guérison de son premier et, comme il l'avait fermement cru, dernier et unique amour. Il se consolait de cette apparente déloyauté en se disant que la sœur de Joe, c'était presque Joe elle-même et la conviction qu'il aurait été impossible d'aimer une autre femme qu'Amy si vite et si bien. La première fois, sa cour avait été impétueuse et il y repensait comme s'il contemplait ses actes à travers le prisme de nombreuses années avec un sentiment de compassion mêlé de regret. Il n'en avait pas honte, mais il mit de côté cette expérience douce amère en se disant qu'il serait reconnaissant de l'avoir vécue une fois la douleur passée. La seconde fois, il décida de faire une cour aussi calme et simple que possible. Inutile d'en faire un spectacle. À peine besoin de dire à Amy qu'il l'aimait. Elle le savait sans que les mots soient nécessaires et lui avait donné sa réponse depuis longtemps. Tout arriva si naturellement que personne ne pourrait s'en plaindre et il savait que tout le monde serait content, même Joe. Mais lorsque votre première petite passion a été broyée, on a tendance à être prudent et lent à se lancer dans une nouvelle tentative. Laurie laissa donc passer les jours, profita de chaque heure et abandonna au hasard l'énonciation des mots qui mettraient fin à la première et douce partie de sa nouvelle histoire d'amour. Il s'était plus ou moins imaginé que le dénouement,
aurait lieu dans le jardin du château au clair de lune, de la plus gracieuse et la plus bienséante des façons, mais ce fut exactement l'inverse. Car le sujet fut réglé sur le lac à midi en quelques mots brusques. Ils avaient navigué toute la matinée du sombre Saint-Gingolf à l'ensoleillé Montreux, je ne sais pas si je l'ai bien dit, les Alpes de Savoie d'un côté, le col du Grand Saint-Bernard et les Dents du Midi de l'autre, le joli Vevey dans la vallée et Lausanne sur la colline, au-delà, un ciel bleu sans nuages au-dessus et le lac encore plus bleu en dessous, constellé de pittoresques bateaux qui ressemblaient à des mouettes aux ailes blanches. Ils avaient parlé de Bonnivard en passant devant Chinon et de Rousseau en observant Clarens, où il avait écrit son Héloïse. Aucun d'eux ne l'avait lu, mais ils savaient qu'il s'agissait d'une histoire d'amour et tous deux se demandaient secrètement si elle était aussi intéressante que la leur. Amy avait trempé sa main dans l'eau durant le court silence qui s'était abattu sur eux et, lorsqu'elle avait levé les yeux, Laurie était appuyée sur ses rames avec un regard qui lui fit dire à la hâte, simplement pour dire quelque chose, « Tu dois être fatiguée. Repose-toi un peu et laisse-moi ramer. Ça me fera du bien parce que depuis que tu es là, je suis paresseuse et langoureuse. » « Je ne suis pas fatiguée, mais tu peux prendre une rame si tu veux. Il y a assez de place, même si je dois m'asseoir presque au milieu, sinon le bateau ne sera pas stable, répondit Laurie, comme si cette situation lui plaisait plutôt. Sentant qu'elle n'avait pas beaucoup arrangé les choses, Amy reprit le tiers du siège proposé, secoua sa chevelure qui lui tomba sur le visage et accepta une rame. Elle était aussi douée pour ramer que pour des tas d'autres choses et, bien qu'elle se servît de ses deux mains et Laurie d'une seule, les rames gardaient le rythme et le bateau fendait les flots en douceur. « Comme on rame bien tous les deux, non ?» dit Amy que le silence commençait à ennuyer. « Si bien que je voudrais qu'on rame toujours dans le même bateau. »« Tu veux, Amy ?» demanda-t-il très tendrement. « Oui, Laurie, » répondit-elle tout bas. Ils cessèrent alors tous deux de ramer et inconsciemment ajoutèrent un joli petit tableau d'amour et de bonheur humain au paysage dont les reflets se fondaient dans le lac. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est une belle image pour finir et que je dérange visiblement quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'écouter ces histoires. À moins qu'il apprécie, je ne sais pas. Allez, je continue. On verra bien. Chapitre 19. Seul. Il était facile de promettre l'abnégation en étant absorbé par quelqu'un d'autre, le cœur et l'âme purifiés par un tendre exemple. Mais lorsque la voix secourable fut réduite au silence, que la leçon quotidienne prit fin, que la présence aimée fut partie et que rien ne resta hormis la solitude et le chagrin, Joe trouva sa promesse difficile à tenir. Comment pourrait-elle réconforter son père et sa mère lorsque son propre cœur souffrait et se languissait en permanence de sa sœur? Comment pourrait-elle rendre le foyer joyeux alors que toute sa lumière, sa chaleur et sa beauté semblaient l'avoir désertée quand Beth avait quitté son ancien foyer pour le nouveau? Et où diable pourrait-elle trouver un travail utile et réjouissant à effectuer qui pourrait prendre la place du tendre soutien qui avait porté en lui sa propre récompense? Elle tenta aveuglément et désespérément de faire son devoir tout en se rebellant sans cesse contre lui, car il paraissait injuste que ses rares joies soient restreintes, ses fardeaux plus lourds et la vie de plus en plus difficile alors qu'elle peinait tant. Certaines personnes semblent prendre toute la lumière et d'autres toute l'ombre. C'était injuste, car elle s'efforçait davantage qu'Amy d'être bonne, mais ne recevait jamais aucune récompense, seulement de la déception, des soucis et un dur labeur. Pauvre Joe. Ce furent des jours sombres pour elle, car quelque chose qui ressemblait à du désespoir l'envahissait lorsqu'elle songeait qu'elle passerait toute sa vie dans cette maison tranquille, vouée à des tâches monotones, quelques rares petits plaisirs et un devoir dont le poids ne semblait jamais s'alléger. « J'en suis incapable.
Je n'étais pas destinée à ce genre de vie et je sais que je vais partir à la dérive et commettre un geste désespéré si quelqu'un ne vient pas à mon secours, se dit-elle lorsque ses premières tentatives échouèrent et qu'elle se retrouva dans cet état de morosité et de tristesse qui survient souvent lorsqu'une volonté farouche doit céder face à l'inévitable. Mais le secours vint, bien que Joe ne reconnût pas d'emblée ses anges gardiens, car ils adoptèrent une apparence familière et utilisèrent ces charmes tout simples, mieux adaptés à une pauvre humanité. Elle se réveillait fréquemment en sursaut la nuit, pensant que Beth l'appelait. Et lorsque la vue du petit lit vide lui faisait pousser ce cri amer de tristesse indomptable, « Oh Beth, reviens, reviens !» Elle ne tendait pas en vain ses bras pleins de tendresse, car aussi prompte à entendre ses sanglots qu'elle l'avait été à percevoir le plus léger des murmures de sa sœur, sa mère venait la réconforter. Non seulement avec des mots, mais avec l'affectueuse patience qui apaise un contact, les larmes qui étaient le muet rappel d'un chagrin encore plus grand que celui de Joe, et les chuchotements entrecoupés, plus éloquents que des prières, car la résignation gorgée d'espoir marchait main dans la main avec la douleur légitime. Moment sacré. Lorsque le cœur s'adressait au cœur dans le silence de la nuit, transformant l'affliction en bénédiction, soulageant la tristesse et fortifiant l'amour. L'éprouvant, Joe avait l'impression que son fardeau était plus facile à porter, son devoir devenait plus doux et sa vie paraissait plus supportable contemplée depuis le refuge sûr des bras de sa mère. Lorsque les souffrances du cœur furent un peu consolées, l'esprit troublé trouva lui aussi de l'aide. Car un jour, elle entra dans le bureau et s'appuyant contre la bonne tête grise qui s'était levée pour l'accueillir avec un sourire placide, elle dit très humblement « Papa, parle-moi comme tu parlais à Bess. J'en ai davantage besoin qu'elle et je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien du tout. » « Ma chérie, rien ne peut davantage me réconforter, répondit-il la voix hésitante, en l'enlaçant comme si lui aussi avait besoin d'aide et ne craignait pas d'en réclamer. Pardon. Je suis un peu gênée de boucher devant vous, mais le cadre est trop large. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Je me fais précieuse ridicule parfois. Alors, assise sur la petite chaise de Bess près de lui, Joe lui parla de ses soucis, du chagrin mêlé des ressentiments de son deuil, des efforts vains qui la décourageaient, du manque de foi qui assombrissait tant sa vie et de cette tristesse confuse que nous appelons le désespoir. Elle lui fit entièrement confiance, il lui apporta l'aide dont elle avait besoin et tous deux trouvèrent du réconfort dans ce geste. Car le temps était venu où ils pouvaient discuter non seulement comme un père et sa fille, mais comme un homme et une femme, capables et contents de se rendre service avec une mutuelle compassion autant qu'un amour réciproque. Une période heureuse, méditative, dans le vieux bureau que Joe appelait l'église à l'unique membre, et d'où elle ressortait avec un courage tout neuf, une gaieté retrouvée, un esprit plus soumis, car les parents qui avaient appris à un enfant à aller sans crainte au devant de la mort, essayaient maintenant d'enseigner à une autre comment accepter la vie, sans découragement ou méfiance, et utiliser avec gratitude et énergie les merveilleuses chances qu'elle offrait. Joe recevait d'autres aide, de salubres devoirs et joies dont le rôle et l'utilité ne pouvaient être niés et qu'elle n'a appris lentement à voir et à apprécier. Les balais et les torchons ne pouvaient plus être aussi détestables qu'autrefois, car Bess avait régné sur eux. Et quelque chose de son âme de femme d'intérieur semblait s'attarder autour de la petite serpillière et de la vieille brosse qui n'avait jamais été jetée. En les utilisant, Joe se surprenait à fredonner.
Oh, pardon. J'ai bien fait de continuer. Pardon. Touc. En les utilisant, Joe se surprenait à fredonner les chansons que Bess fredonnait, à imiter ses méthodes ordonnées et à apporter çà et là les petites touches qui rendaient le foyer propre et douillet, ce qui était la première étape en vue d'en faire un endroit heureux, même s'il ne s'en aperçut pas avant qu'Anna ne dise, en lui étreignant la main, même si elle ne s'en aperçut pas avant qu'Anna ne dise, en lui étreignant la main d'un geste approbateur, « Tu as dans la cervelle... » T'en as dans la cervelle. T'es décidé à ce que ce cher agneau ne nous manque pas si tu peux l'empêcher. On dit pas grand-chose, mais on le voit et le Seigneur t'en bénira, tu verras s'il ne le fait pas. Lorsqu'elles causaient ensemble, Joe décrivait combien sa sœur Meg s'était améliorée, comme elle parlait bien, combien elle en savait sur les bons élans, pensées et sentiments féminins, combien elle était heureuse avec son mari et ses enfants, et tout ce qu'ils faisaient les uns pour les autres. Le mariage est une excellente chose, après tout. Je me demande si je m'épanouirais à demi autant que toi si j'essayais. Toujours pourvu que j'essaie, dit Joe. En fabriquant un cerf-volant pour demi dans la chambre d'enfant sans dessus-dessous. C'est exactement ce dont tu as besoin pour faire apparaître ta moitié tendre et féminine, Joe. Tu es comme une bague de châtaigne, piquante à l'extérieur, mais douce comme de la soie à l'intérieur, avec un tendre noyau, à condition qu'on puisse l'atteindre. L'amour mettra ton cœur à nu un jour et la bogue dure tombera. Le gel ouvre les bogues, madame. Il faut bien les secouer pour les faire tomber. Ce sont les garçons qui les récoltent et je n'ai pas envie de me retrouver dans leur poche, répliqua Joe en collant le cerf-volant qu'aucun vent n'emporterait jamais dans les airs, car Daisy s'était attachée au bout de la queue en guise de poids. Meg rit, car elle était contente d'apercevoir une lueur de l'ancienne fougue de Joe, mais elle sentait qu'il était de son devoir de faire valoir son opinion par tous les arguments en sa possession. Et les bavardages des deux sœurs n'étaient pas perdus, d'autant plus que deux des plus convaincants des arguments de Meg étaient les bébés que Joe aimait tendrement. Il n'y a rien de mieux que le chagrin pour ouvrir certains cœurs, et celui de Joe était presque prêt à ce qu'on le mette dans sa poche. Encore un peu de soleil pour faire mûrir les châtaignes, et alors ce ne serait pas la secousse impatiente d'un jeune garçon, mais la main tendue d'un homme qui viendrait l'extirper doucement de sa bogue et découvrirait le sain et tendre noyau. Si elle l'avait soupçonné, elle se serait hermétiquement fermée et serait devenue plus piquante que jamais. Heureusement, elle ne pensait pas à elle, donc quand le temps fut venu, elle tomba. Certes, si elle avait été l'héroïne d'un livre d'histoire morale, si elle avait été l'héroïne d'un livre d'histoire morale, elle se serait, à cette période de sa vie, transformée en une parfaite sainte, aurait renoncé au monde et serait partie faire le bien sous un bonnet austère, des brochures dans la poche. Mais voyez-vous, Jo n'était pas une héroïne. Elle n'était qu'une jeune fille humaine qui se débattait dans les difficultés, comme des centaines d'autres, et elle agissait simplement selon sa nature, était triste, en colère, apathique ou énergique selon son humeur. Il est grandement vertueux de dire que nous serons bons.
Mais il est impossible d'y réussir d'un coup et un long effort, un rude effort et un effort tout court sont nécessaires avant que certains d'entre nous parviennent tout juste à poser leurs pieds dans la bonne direction. Jo était parvenue jusque-là. Elle apprenait à faire son devoir et à se sentir malheureuse si elle ne le faisait pas. Mais le faire allègrement, ça, c'était une autre histoire. Elle avait souvent dit qu'elle voulait accomplir quelque chose de magnifique, qu'importe les difficultés, et son vœu s'était maintenant réalisé. Car que pouvait-il y avoir de plus beau que de consacrer sa vie à son père et à sa mère, d'essayer de rendre le foyer aussi heureux que possible pour eux, comme il l'avait fait pour elle? Et si la difficulté était nécessaire pour accroître la splendeur de l'effort, que pouvait-il y avoir de plus ardu pour une fille remuante et ambitieuse que d'abandonner ses propres espoirs, projets et désirs et de vivre avec joie pour les autres? La Providence l'avait prise au mot. La tâche était là, encore meilleure que celle qu'elle avait espérée parce que l'ego n'y jouait aucun rôle. Maintenant, pouvait-elle l'accomplir? Elle décida qu'elle essaierait et, lors de sa première tentative, elle trouva les aides auxquelles j'ai fait allusion. Une autre se présenta et elle l'accepta, non pas comme une récompense, mais comme un réconfort, ainsi que le chrétien accepte le délassement offert par la petite tonnelle où il se repose en grimpant la colline qu'il nomme difficulté. « Pourquoi n'écris-tu pas? Ça te rendait toujours heureuse, lui dit un jour sa mère, alors qu'une crise de désespoir assombrissait Jo. Je n'ai pas le cœur à écrire, et de toute façon personne ne s'en soucie. Nous, si, écris quelque chose pour nous et ne t'occupe pas du reste du monde. Essaie, ma chérie. Je suis sûre que ça te ferait du bien, et ça nous plairait beaucoup. Je ne crois pas que je puisse. » Mais Jo alla à son bureau et commença à remanier ses manuscrits à moitié achevés. 1 heure plus tard, sa mère jeta un coup d'œil et la vit en train d'écrire à toute vitesse, vêtue de son grand tablier noir, avec un air absorbé qui fit sourire et s'esquiver Madame March, très satisfaite du succès de sa suggestion. Jo ne sut jamais comment c'était arrivé, mais quelque chose dans cette histoire allait droit au cœur de ceux qui la lisaient. Car lorsque sa famille eut ri et pleuré dessus, son père l'envoya contre sa volonté à un magazine populaire et, à sa plus grande surprise... À sa plus grande surprise... Pardon, mais j'ai une voix de canard et ça me fait rire. À sa plus grande surprise, donc, non seulement elle fut payée, mais on lui en réclama d'autres. Des lettres de plusieurs personnes, dont les louanges étaient un honneur, suivirent la publication de la petite histoire, des journaux la reprirent et des étrangers, autant que des amis, l'admirèrent. Pour une si petite chose, c'était un grand succès, et Jo fut encore plus stupéfaite que lorsque son roman avait été à la fois approuvé et réprouvé. Je ne comprends pas. Que peut-il y avoir dans une petite histoire comme celle-ci pour qu'on en fasse tant d'éloges? S'étonnait-elle perplexe. Il y a de la vérité en elle, Jo. Voilà le secret. Pardon. Je suis vraiment désolée pour ces bruits. On a vu des meilleurs effets sonores. Pardon. Il y a de la vérité en elle, Jo. Voilà le secret. L'humour et le pathétique la rendent vivante et tu as fini par trouver ton style. Tu l'as écrite sans songer à la célébrité ou à l'argent et tu as mis dedans tout ton cœur, ma fille. Tu as connu l'amertume, voici venue la douceur. Fais de ton mieux et que ton succès te rende aussi heureuse que nous le sommes. S'il y a quelque chose de bon et de vrai dans ce que j'écris, ça ne m'appartient pas. Je vous dois tout, à toi et maman. Et à Bess, dit Jo, davantage touché par les paroles de son père que par une quantité d'éloges venus du monde extérieur. C'est ainsi que Jo écrivit ces petites histoires dictées par l'amour et le chagrin, et les expédia afin qu'elle se fasse des amis, pour elle-même et pour elle, trouvant l'univers très charitable pour de si humbles vagabondes, car elles étaient gentiment accueillies et envoyaient chez elles de confortables gages à leur mère, comme des enfants dévoués que leur bonne fortune dépasse.
Lorsque Amy et Laurie écrivirent qu'ils étaient fiancés, Madame March craignit que Joe trouve difficile de s'en réjouir. Mais ses peurs furent rapidement apaisées, car même si Joe afficha tout d'abord un air grave, elle le prit très sereinement et elle débordait d'espoir et de projets pour les enfants avant d'avoir relu la lettre. C'était une sorte de duel d'écriture, dans lequel chacun glorifiait amoureusement l'autre, très agréable à lire et auquel il était très satisfaisant de songer, personne n'ayant la moindre objection à émettre. « Tu es contente, maman ?» demanda Joe lorsqu'elles reposèrent les feuilles couvertes d'une écriture serrée et se regardèrent. « Oui. Je l'espérais depuis qu'Amy avait écrit qu'elle avait refusé Fred. J'étais alors certaine que quelque chose de meilleur que ce que tu appelles l'esprit mercenaire s'était emparé d'elle, et des allusions çà et là dans ses lettres m'ont fait soupçonner que l'amour et Laurie triompheraient. Comme tu as le regard perçant, Marmie, et comme tu es discrète, tu ne m'en as jamais soufflé mot. Les mères ont besoin d'un regard perçant et de langue muette quand elles doivent s'occuper de filles. J'avais un peu peur de te mettre cette idée en tête, de craindre que tu n'écrives et les félicites avant que ce soit décidé. Je ne suis plus l'écervelée que j'étais. Tu peux me faire confiance, je suis assez sérieuse et sensée pour être la confidente de n'importe qui maintenant. Bien sûr, ma chérie, et j'aurais dû faire de toi la mienne, mais j'imaginais que tu pourrais avoir de la peine en apprenant que ton Teddy aimait quelqu'un d'autre. Enfin, maman, tu penses vraiment que je pourrais être aussi idiote et égoïste après avoir refusé son amour alors que c'était le premier, sinon le meilleur ? Je sais que tu étais sincère à ce moment-là, Joe. Mais récemment, j'ai songé que s'il revenait et te redemandait, tu aurais peut-être envie de donner une réponse différente. Pardonne-moi, ma chérie. Je ne peux m'empêcher de voir que tu es très seule et parfois tes yeux ont un regard avide qui me va droit au cœur. Alors j'imaginais que ton petit garçon pourrait remplir le vide s'il essayait maintenant. Non, maman. C'est mieux ainsi et je suis contente qu'Amy ait appris à l'aimer. Mais tu as raison sur un point, je suis seule et peut-être que si Teddy avait réessayé, j'aurais dit oui. Non pas parce que je l'aime davantage, mais parce que j'ai davantage envie d'être aimée que lorsqu'il est parti. J'en suis heureuse, Joe, car cela montre que tu progresses. Il y a des tas de raisons de t'aimer. Alors essaie de te satisfaire de ton père et de ta mère, de tes frères et sœurs, de tes amis et des bébés, jusqu'à ce que le meilleur des amoureux vienne te récompenser. Ce sont les mères les plus aimantes du monde. Mais je n'ai pas honte de dire à Marmie que j'aimerais bien en essayer de toutes sortes. C'est très curieux, mais plus j'essaie de me satisfaire de toutes les affections naturelles, plus je ressens le manque. Je n'avais pas idée qu'un cœur puisse contenir autant. Le mien est si élastique que désormais il ne semble jamais rempli alors qu'autrefois je me satisfaisais de ma famille. Je ne comprends pas. Moi aussi. Et Madame March lui offrit son sourire sage tandis que Joe tournait à nouveau les pages pour lire ce qu'Amy disait de Laurie. C'est tellement beau d'être aimé à la façon dont Laurie m'aime. Il n'est pas sentimental, il n'en parle pas beaucoup, mais je le vois et le sens dans tout ce qu'il dit et fait. Et ça me rend si heureuse et humble que j'ai l'impression de ne plus être la même fille. Je n'avais jamais compris à quel point bon, généreux et tendre il était jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il me laisse lire dans son cœur et je le découvre plein de nobles élans, espoirs et intentions et je suis si fière de savoir qu'il est à moi. Il me dit qu'il a l'impression qu'il pourrait faire un voyage fécond si j'étais désormais sa compagne à bord, avec beaucoup d'amour comme l'Est. Je prie pour que ce soit vrai, et j'essaie d'être tout ce qu'il croit que je suis, car j'aime mon galant capitaine de tout mon cœur et de toute mon âme, et jamais je ne pourrais ni ne voudrais l'abandonner, tant que Dieu nous permettra d'être ensemble. Oh maman, je n'avais jamais compris quel paradis peut être ce monde lorsque deux personnes s'aiment et vivent l'une pour l'autre. Et c'est notre froide, réservée et matérialiste Amy. Le véritable amour fait des miracles. Comme ils doivent être très, très heureux. Et Joe réunit délicatement les feuilles bruissantes comme on refermerait la couverture d'un charmant roman d'amour qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin, avant qu'il ne se retrouve à nouveau seul dans la banalité du quotidien. Plus tard, Joe erra à l'étage, car il pleuvait et elle ne pouvait pas aller marcher. Son esprit s'agitait et son ancien sentiment refit surface, pas aussi amer qu'autrefois, mais une triste et patiente interrogation sur le fait qu'une des sœurs pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait et l'autre rien. C'était faux. Elle le savait, elle essayait d'écarter cette idée. Mais son besoin naturel d'affection était puissant et le bonheur d'Amy réveillait le désir avide d'avoir quelqu'un à aimer de tout son cœur et de toute son âme et à qui s'accrocher tant que Dieu les laisserait être ensemble. Dans le grenier, là où se termina l'errance perturbée de Joe, 4 petits coffres étaient alignés, chacun marqué du nom de sa propriétaire et chacun rempli des reliques de l'enfance et de la puberté, désormais loin pour elles toutes.
Jo jeta un coup d'œil à l'intérieur et lorsqu'elle arriva au sien, elle posa son menton sur le bord et observa d'un air absent le chaos qu'elle y avait amassé jusqu'à ce que son regard soit attiré par un paquet de vieux cahiers d'exercice. Elle les sortit, les retourna et revécut le plaisant hiver chez la gentille Madame Kirk. Au début, elle souriait. Ensuite, elle devint pensive, puis triste, et lorsqu'elle arriva à un petit message écrit de la main du professeur, ses lèvres se mirent à trembler. Les livres glissèrent de ses genoux et elle resta là à regarder les mots amicaux qui prenaient un sens tout neuf et touchaient un point sensible dans son cœur. « Attendez-moi, mon ami, je serai peut-être un peu en retard, mais je viendrai à coup sûr. » Oh, si seulement il pouvait. Toujours si gentil, si bon, si patient avec moi, mon bon vieux Fritz. Je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur quand je l'avais, mais que j'adorerais le voir maintenant que tout le monde semble s'éloigner de moi et que je suis si seule. Et, tenant fermement le petit papier comme une promesse encore à tenir, Jo posa la tête sur un confortable sac de chiffon et pleura, comme pour rivaliser avec la pluie qui tambourinait sur le toit. Était-ce de l'apitoiement sur soi-même, de la solitude ou un moral en berne ? Ou était-ce le réveil d'un sentiment qui avait attendu son heure aussi patiemment que celui qui l'inspirait ? Qui peut le dire ? Et c'est la fin du chapitre 19. Il nous reste 4 chapitres, si je me rappelle bien. Voilà. Fou! Que d'émotion. Et j'ai toujours ma voix de canard. Pardon. Un petit flambeau éteint. L'aurore a traversé la salle du festin, traînant ses voiles gris parmi les roses mortes. Elle s'avance, elle entre, elle franchit les portes à pas lourds, à pas lents, tel un spectre hautain. Un rayon est tombé sur les torches éteintes. On voit enfin ces lys qui parurent si beaux à la lueur fugace et fausse des flambeaux, et ces roses, et ces très tristes hyacinthes. Voici la place où ton corps chaud s'est détendu, le coussin frais où s'est roulée ta chaude tête, le luth qui souligna l'éloquente requête, le ciel peint reflété dans ton regard perdu. Tes ongles ont meurtri ma chair parmi les soies, et j'en porte la trace orgueilleuse. Tes phares s'envolent en poussière, et sur les lys éparses, tes voiles oubliées nous évoquent les joies. Implacables, ainsi que d'ingénus témoins, les choses sont, dans leur netteté qui m'accuse, le rappel froid et clair de cette nuit confuse. Des parfums oubliés persistent dans les coins. Les roses sont entrées. Ma brune aux yeux dorés, ton corps d'ivoire et d'ambre a laissé des reflets lumineux dans la chambre au-dessus du jardin. Le ciel clair de minuit, sous mes paupières closes, rayonne encore. Je suis ivre de tant de roses, plus rouges que le vin. Délaissant leur jardin, les roses m'ont suivi. Je bois leur souffle bref, je respire leur vie, toutes, elles sont là. C'est le miracle. Les étoiles sont entrées, hâtives, à travers les vitres éventrées dont l'or fondu coula. Maintenant, parmi les roses et les étoiles, te voici dans ma chambre, abandonnant tes voiles et ta nudité luit. Sur mes yeux s'est posé ton regard indicible. Sans astres et sans fleurs, je rêve l'impossible dans le froid de la nuit. Les êtres de la nuit. Les êtres de la nuit et les êtres du jour ont longtemps partagé mon âme, tour à tour. Les êtres de la nuit m'ont fait craindre le jour. Car les êtres du jour sont triomphants et libres, nulle secrète horreur ne fait vibrer leurs fibres. Ils ont le pas marqué de ceux qui naissent libres. Les êtres de la nuit sont lents, passifs et doux.
Leur âme est comme un fleuve obscur et sans remous, leurs gestes sont furtifs et leurs rires sont doux. Et les êtres du jour ont des prunelles claires, de ce bleu que voient seuls les aigles dans leurs airs. Seuls les aigles dans leurs airs. Les êtres du jour ont des prunelles très claires. Ce sont des bâtisseurs, des héros et des rois, des princesses du nord au fond des palais froids. Ils ont le large front des héros et des rois. Les êtres de la nuit sont craintifs, mais dans l'ombre, un phosphore inconnu luit en leurs regards sombres. Les êtres de la nuit sont ranimés par l'ombre. Les êtres de la nuit sont faibles et charmants, ils trompent, et ce sont de fugitifs amants, des maîtresses au cœur perfides et charmants. Le souffle d'un baiser cruel emplit leur bouche et leur pas se dérobe ainsi qu'un vol farouche. On ne boit qu'un baiser décevant sur leur bouche. Il faut craindre la voix des êtres de la nuit, car leur corps souple glisse entre les bras et fuit, et leur amour n'est qu'un mensonge de la nuit. Alors, j'ai envie de vous lire un texte, mais je ne l'ai pas avec moi. J'ai pas trop... Un texte d'Éric Pessan. Je vous l'ai lu déjà ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je l'ai aimé ce texte quand je l'ai lu ? Un chagrin d'amour avec le monde entier. Je voulais vous lire un extrait. Le ciel est vraiment très beau. Bon, je dois laisser la place. C'est plus mon heure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite. J'ai lu un livre ce matin qui m'a fait pleurer aussi. C'était très émouvant. Takashi moi et les noms, c'est un vrai problème. Bon, je vous en parlerai dans une autre lecture, c'est pas grave. Bon, je vous remercie encore. Excusez-moi pour les interruptions, pour tout. J'ai pensé à une chanson. Ah mais oui, c'était la chanson de Barbara à laquelle j'ai pensé. Je crois, je ne sais plus. Dis, quand reviendras-tu? Dis-moi, le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape qu'à que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai un peu de mal à chanter avec mon nez de canard. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Faites bien attention à vous surtout. C'est difficile. Allez, faites bien attention à vous. À bientôt. Merci beaucoup.